à l'agora du salon de l'étudiant. Merci d'être si nombreux pour écouter Alexandre Recchia, le directeur délégué du concours Avenir, un concours de préparation à 7 écoles d'ingénieurs. Je lui laisse la parole pour présenter le concours en quelques mots et puis après on rentrera dans le détail de tout ce qui vous attend si vous voulez candidater. Il y a beaucoup de choses à retenir, mais vous allez voir, il est très très clair. Gardez bien vos questions en tête. Ayez des questions, parce que c'est le moment ou jamais, on l'a sous la main, et puis vous pourrez les poser. On aura 10 minutes d'échange avec Alexandre. Alexandre, le concours Avenir. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'ai effectivement pas mal de choses à vous dire. Cette présentation sera axée autour de 2 axes. Je vais évidemment vous parler du concours Avenir qui, j'imagine, vous importe si vous souhaitez rejoindre une des écoles d'ingénieurs qui sont membres de ce concours. Mais je vais aussi, je vois qu'il y a pas mal de parents dans la salle aujourd'hui, essayer de vous désacraliser un petit peu Parcoursup parce que je sais que c'est la période où vous n'avez pas encore eu la possibilité d'aller sur ce portail, de voir un petit peu comment ça se passe. Et on va aborder ça un petit peu ensemble pour que vous soyez un petit peu plus serein à la fin de cette journée. Je parle du concours du coup. Allez. Alors ce concours, effectivement, c'est un concours qui aujourd'hui réunit 7 grandes écoles d'ingénieurs qui sont réparties sur 16 en réalité campus un petit peu partout en France, puisque la majorité de ces écoles disposent de plusieurs campus. Ces écoles, vous les voyez apparaître ici. Builders, l'ECE, l'EXI, l'EPF, les CIGELEC, les SILV et les STACA. Vous trouverez donc parmi ces écoles un panel assez hétérogène d'écoles d'ingénieurs. Pour une partie des écoles dites de région parisienne, Paris, région parisienne, d'autres des écoles également de région. Vous trouverez également dans ces écoles des écoles dites plutôt spécialisées, qui s'adressent à des jeunes qui ont une idée un peu précise de ce qu'ils souhaitent faire par la suite, travailler dans le domaine du bâtiment, du génie civil, dans le domaine des transports, de l'aéronautique, de l'espace, de l'automobile, ou dans le domaine du numérique, mais aussi parmi ces écoles, des écoles dites plutôt généralistes, qui s'adressent à des jeunes qui n'ont pas une idée encore très précise du domaine d'ingénierie qui les intéresse, qui ont bien des appétences pour les sciences, qui ont envie de continuer leurs études scientifiques supérieures, mais qui veulent prendre le temps de choisir la spécialité de l'ingénierie qui leur plaira. Malgré tout, au sein de ces écoles, vous voyez qu'on vous a affiché ici l'intégralité des domaines de l'ingénierie que recouvre l'ensemble de ces écoles cumulées, histoire de vous montrer qu'au sein des écoles du concours Avenir, vous trouverez normalement quasi à coup sûr, le domaine d'ingénierie qui devrait vous attirer soit dès maintenant, soit plus tard durant vos études. Et vous voyez qu'on couvre un petit peu tous les domaines. Alors ce concours, je vous le dis, il n'existerait pas sans ces écoles. Et ce sont évidemment ces écoles qui font que le concours Avenir aujourd'hui est le concours le plus attractif, celui qui réunit le plus grand nombre de candidats. L'année dernière, sur la session Parcoursup qui vient de se terminer, alors ça c'est la slide un petit peu d'autosatisfaction, mais il faut que ça vous donne quand même un positionnement de ce concours. Les 10 écoles d'ingénieurs qui ont été les plus demandées sur Parcoursup l'année dernière étaient toutes issues de ce concours. Et puis là, je fais un petit peu de pub pour l'étudiant, parce que l'étudiant publie chaque année, et vous allez, j'imagine, pas passer à côté, un palmarès des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, etc. Et effectivement, les écoles du concours Avenir ont cette petite prétention de bien se positionner. Mais en dehors de cela, vous devez, et c'est une bonne chose, faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire vous renseigner sur la partie pédagogique de ce que vous propose chacune de ces écoles. Alors le concours Avenir, aujourd'hui, il se divise en 3 processus bien distincts et surtout exclusifs les uns aux autres. Vous ne pourrez pas être candidat dans plusieurs processus. Le premier, j'imagine que c'est celui qui vous intéresse le plus aujourd'hui parce qu'il vise des élèves exclusivement en classe de terminale, ceux qui n'ont pas encore le bac et qui souhaitent rejoindre nos écoles directement après le bac, puisque c'est là que nos écoles intègrent le plus grand nombre de candidats. Et ce processus de sélection, je vous le disais en introduction, il est lié à la plateforme Parcoursup, dont on parlera juste après. Pour que vous ayez quand même l'information, le concours Avenir et les écoles du concours Avenir intègrent aussi des candidats qui sont déjà bacheliers et qui souhaitent rejoindre nos écoles en admission dite parallèle, après avoir débuté des études scientifiques, une licence de maths, un BUT, des choses comme ça, et qui soit ne s'y plaisent pas, soit ont envie de compléter leur cursus. Et dans ces cas-là, ils passent par la procédure dite Avenir Plus. Cette procédure, je le redis, est réservée exclusivement aux candidats déjà bacheliers. D'accord ? Avenir Bac, vous n'avez pas le bac. Avenir Plus, vous l'avez déjà. Et puis un dernier processus qui doit un peu moins vous concerner, quoi qu'il y en a peut-être aujourd'hui dans la salle, c'est pour les gens qui ont fait des classes préparatoires, 2 années, Maths Sup et Maths P, et qui souhaitent nous rejoindre après ces classes préparatoires. Là aussi, c'est un processus spécifique
pour ces jeunes issus de classes préparatoires. Alors pour que vous ayez un petit peu un ordre d'idée de la volumétrie du nombre de candidats, on vous a affiché ici, alors c'est peut-être écrit un petit peu en petit, mais grosso modo 9000 candidats sur le processus Avenir Bac pour les formations de bachelor, un peu plus de 1000 candidats sur les ingénieurs, pardon, et 1000 candidats sur les formations de bachelor. Vous voyez que sur Parcoursup, c'est à peu près un peu plus de 5000 candidats, et sur Avenir Prépa, un peu plus de 5000 candidats. Voilà, l'idée c'était de vous dire que dans la volumétrie, environ 21 000 candidats ont souhaité rejoindre nos écoles, tout niveau d'admission confondu l'année dernière. Voilà. Maintenant, on passe à Parcoursup. Vous allez débroussailler Parcoursup, jungle. Parcoursup, ce grand monstre un peu méchant aujourd'hui qui va vite devenir gentil, j'espère en tout cas. Je tiens à vous prévenir que la slide qui arrive là est volontairement anxiogène. Pour autant, elle ne fait que vous afficher les règles de base de Parcoursup. Alors ouvrez grand vos oreilles. Ouvrez grand vos oreilles. Parcoursup, c'est donc ce fameux portail par lequel vous allez indiquer au ministère quels sont vos souhaits de poursuite d'études pour l'année prochaine. Et cela, vous allez le faire à travers ce que l'on appelle une liste de vœux. Mais cette liste de vœux, elle a des contraintes. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dans cette liste de vœux. La première contrainte, c'est que vous n'aurez le droit de mettre que 10 vœux maximum dans cette liste de vœux. Parmi ces vœux, il y a des vœux qu'on appelle des vœux multiples et qui contiennent des sous-vœux. C'est le cas des prépas, des BUT et aussi des écoles d'ingénieurs. Vous n'aurez pas le droit de mettre plus de 10 sous-vœux dans le même vœu, en sachant qu'au total, vous n'aurez pas le droit à plus de 20 sous-vœux et que l'ensemble des sous-vœux des écoles d'ingénieurs ne sont pas pris en compte dans le total de vos sous-vœux. Voilà, je vous avais un peu prévenu, c'est un peu anxiogène dit comme ça, ce sont les règles de base. Si vous voulez bien, on va aller un petit peu plus dans le détail de tout ça. Il y a quelqu'un qui va vous expliquer ça aussi bien que moi, c'est Justine. Justine, elle est comme vous, elle est en terminale, elle souhaite continuer vers des études scientifiques et donc naturellement, elle va sur Parcoursup. Et donc vous voyez qu'elle a son compteur, aujourd'hui elle a le droit à 10 vœux, je vous l'ai dit, son compteur est à 0, et elle a le droit à un maximum de 20 sous-vœux, son compteur est à 0. Justine souhaite faire une classe préparatoire classique, une maths sup MPSI, maths physique, sciences de l'ingénieur, qui est une filière des classes préparatoires. Et pour se donner un maximum de chance, Justine va candidater dans 5 établissements, c'est des lycées, les classes préparatoires ont lieu dans des lycées, dans 5 lycées distincts, en espérant bien que l'un d'entre eux va admettre sa candidature. Pour que vous puissiez bien suivre la suite de cette conférence, je vais vous donner un moyen mémotechnique qui, j'espère, vous suivra toute l'année, pour faire la différence entre un vœu et un sous-vœu. Pour Parcoursup, un vœu, c'est qu'est-ce que je veux faire. Un sous-vœu, c'est où je veux le faire. Et ce qui importe Parcoursup, ce n'est pas tant ce que vous voulez faire. Ce qui importe Parcoursup, c'est où vous serez l'année prochaine, sur quelle chaise, dans quel établissement, dans quelle classe. D'accord ? Le rôle de Parcoursup, c'est d'offrir à chaque candidat une place, une chaise. D'accord ? Donc vous allez devoir dans Parcoursup dire où vous voulez être. Vous comprenez ici que Justine dit qu'est-ce que je veux faire, une prépa MPSI, où je veux la faire. Elle candidate dans 5 sous-vœux. Vous voyez qu'elle se grille un vœu et 5 sous-vœux. Vous voyez que son compteur, donc général, en haut à droite de votre écran, passe à un vœu et 5 sous-vœux. Ça va jusque-là ? Et puis Justine doit aussi candidater dans un BUT informatique, c'est une formation qui l'intéresse. Et là encore, pour se donner un maximum de chance, eh bien Justine va déposer sa candidature dans 6 IUT, qui sont les établissements dans lesquels on délivre ce BUT, 6 établissements différents pour se donner aussi là un maximum de chance d'avoir une admission. Qu'est-ce que je veux faire un BUT? Où je veux le faire dans 6 établissements? Vous comprenez qu'elle se grille un vœu et 6 sous-vœux. Le compteur global en haut, regardez, il passe à 2 vœux et 6 et 5, 11 sous-vœux. Je vois des têtes qui font oui, comme ça c'est bon signe. On se croirait en cours. Ça va pour tout le monde? Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est assez clair. C'est assez clair pour l'instant. Attention, ça se complique un tout petit peu. Et puis Justine, naturellement, elle veut continuer dans des études scientifiques, elle va candidater dans les écoles d'ingénieurs. Et s'il y a bien un concours immanquable quand on veut faire une école d'ingénieur après le bac, c'est le concours Avenir. Et là apparaissent 2 spécialités, particularités. La première, c'est que le concours Avenir, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a beau réunir 7 écoles, ces 7 écoles sont réparties sur 16 campus. Vous comprenez donc que 16 lieux différents, ce sont les 16 sous-vœux que vous trouverez au sein du concours Avenir. La première particularité, c'est que pour un concours comme celui-ci, pour un concours commun, Justine n'est plus limitée à 10. Elle peut, si elle le souhaite, mettre les 16. D'accord ? Là, elle a choisi d'en mettre que 7, de ne candidater que sur 7 campus des écoles de ce concours. Elle aurait voulu mettre les 16, elle aurait pu. Première particularité.
Deuxième particularité, peu importe le nombre de sous-vœux que Justine mettra au sein de ce concours, ils ne seront pas comptabilisés dans le total de ces sous-vœux. Vous comprenez donc que Justine, là, se grille quand même un vœu. Qu'est-ce que je veux faire, le concours à venir? Mais Parcoursup ne prend pas en compte ces sous-vœux. Qu'elle en ait mis 1, 3, 7 ou les 16, ça ne change rien, c'est toujours 0. Regardez le compteur général, il passe à 3 vœux, il reste à 11 sous-vœux. D'accord? Et puis, quelques jours avant la fin de Parcoursup, Justine se dit « Ah, je vais aussi candidater dans une prépa dite PCSI ». C'était MPSI tout à l'heure, là c'est PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Et puisqu'on a dit à Justine qu'elle pouvait candidater à 10 sous-vœux par vœu, et qu'elle veut vraiment faire cette prépa PCSI, elle va candidater dans 10 lycées différents pour pouvoir avoir un maximum de chances d'être admise. Et ça ne choque personne. Ah, il y a des doigts qui se lèvent, il y a des bons élèves. Vous comprenez que Justine voit un vœu et 10 sous-vœux, vous comprenez, regardez le total en haut, qu'elle passe donc à 4 vœux et 21 sous-vœux. Ce n'est pas possible. Donc Justine doit retirer un sous-vœu. Est-ce qu'elle aurait pu retirer un sous-vœu du concours à venir? Non, enfin oui, elle aurait pu. Ça n'aurait rien changé à sa problématique. Elle aurait toujours eu 21 sous-vœux. Elle retire là le dernier sous-vœu dans le lycée O. Elle passe cette fois-ci à 9 sous-vœux et donc à 20 sous-vœux au total. Est-ce que les choses sont claires pour vous? Ouais, ça va? Est-ce qu'il y a des questions déjà à partir de maintenant? On pourra de toute façon poser des questions après à la fin. Pour l'instant, ça va, c'est clair. Bravo Alexandre. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas tout. Je vous ai parlé là de ce que vous voyez vous sur Parcoursup. Je vais vous parler maintenant de ce que vous n'allez pas voir sur Parcoursup. La façon dont les résultats vont apparaître et la façon dont vous allez devoir gérer ces résultats. J'imagine que vous avez tous autour de la table cette date en tête du 1er juin. Le 1er juin va être le jour le plus important des familles qui sont présentes aujourd'hui en 2023. Le 1er juin, c'est le jour où vous aurez sur Parcoursup tous vos résultats ensemble à la même seconde pour tous vos sous-vœux. Je vous le rappelle, le 1er juin, notez bien ça. Alors, il y a peut-être, comme moi, des parents aujourd'hui qui ont eu des jeunes qui sont déjà dans le supérieur et d'autres qui y arrivent. Pour ceux qui ont connu des jeunes plus âgés, à l'époque, Parcoursup s'appelait APB. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La différence entre l'ancien APB et le nouveau Parcoursup, c'est qu'avant, dans APB, non seulement vous deviez indiquer vos vœux, mais vous deviez les classer par ordre de préférence, les hiérarchiser. Je vois madame qui se souvient de ça, très bien. Eh bien, c'est la différence avec Parcoursup, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'hiérarchiser vos vœux. D'accord? Vous devez simplement indiquer dans Parcoursup ce qui vous intéresse sans les hiérarchiser. Personne ne doit connaître vos vœux préférentiels. Eh bien, le premier conseil que j'aurais à vous donner, moi, aujourd'hui, eh bien, c'est de hiérarchiser vos vœux. Alors, attention, en famille, dans votre tête, sur un coin de table, sur un papier, pas sur Parcoursup, personne ne vous le demandera. Mais vous allez comprendre dans l'exemple qui va suivre qu'il est très important que vos vœux soient clairement identifiés et classés dans votre tête. Enzo et Luna vont vous montrer pourquoi. Enzo et Luna, on est le 1er juin 2023 et comme vous tous, ils vont se connecter en urgence sur Parcoursup pour voir le résultat. Enzo, dans sa tête, son vœu le plus cher, c'est l'école A. Et il dit, si je n'ai pas l'école A, j'irai dans la prépa A. Et seulement si je n'ai pas la prépa A, j'irai dans la prépa B, etc. Luna, elle a d'autres aspirations. Elle préfère la prépa B. Et seulement si elle n'a pas la prépa B, elle ira dans la prépa A, etc., etc. 1er juin, 14h, connexion, résultat. Enzo n'était pas suffisamment bien classé à l'école A, il n'est pas refusé, mais il est en liste d'attente. En revanche, il est admis à la prépa A, à la prépa B et encore en liste d'attente à l'école D. Luna, c'est une fille. Elle avait un meilleur dossier. C'est de l'humour. Il y a plus de filles, du coup, dans les écoles d'ingénieurs? Il n'y a pas plus de filles, mais en termes de dossier, elles ont souvent un dossier un petit peu plus qualitatif. En termes de dossier, j'entends. Bref, Luna, vous le voyez, elle est admise un peu partout, sauf à l'école C, mais elle s'en moque puisqu'elle est admise dans des écoles pour lesquelles elle avait sa préférence. Enzo et Luna ont quelques jours pour répondre. Enzo, il va donc naturellement dire oui à la prépa A. En disant oui à la prépa A, sans qu'il n'ait rien à faire, Parcoursup va automatiquement le démissionner de la prépa B, puisque Parcoursup dit à Enzo, si tu dis oui à la prépa A, à la rentrée, tu ne pourras pas être à 2 endroits en même temps. Donc on sait déjà que tu n'iras pas à la prépa B. D'accord? Et Parcoursup dit maintenant à Enzo, qu'est-ce que tu souhaites faire de tes 2 listes d'attente? Alors Enzo, il va dire, surtout l'école A, laissez-moi sur la liste d'attente. Si des places se libèrent, appelez-moi. Je préfère l'école A à la prépa A.
En revanche, ce n'est pas la peine de me laisser en liste d'attente sur l'école D, puisque même si une place se libère, je n'irai pas. Je suis déjà admis dans la prépa A, qui a ma préférence. Ça va toujours? Justine, elle, naturellement, elle dit oui à la prépa B. De la même façon, elle est automatiquement par Parcoursup démissionnée de la prépa A et de l'école A. Pour ce qui est de l'école C, mon Dieu, elle ne pouvait pas faire grand-chose, elle était refusée. Le jour où Luna va dire oui à la prépa B et qu'elle va donc être démissionnaire de la prépa A, eh bien, vous comprenez que le lendemain matin, en admettant qu'Enzo était le premier sur la liste d'attente de l'école A, Enzo se voit attribuer la place qui avait été normalement attribuée à l'école A à Luna, mais qu'elle a abandonnée automatiquement en disant oui à la prépa B. D'accord ? Enzo se retrouve dans la même situation que quelques jours avant. Il est admis dans 2 établissements. Luna, elle est en train de faire les papiers d'inscription pour la prépa B. Parcoursup dit à Enzo, tu as encore 2 admissions, il faut en choisir une. Depuis le temps qu'il en rêvait, Enzo va dire oui à l'école A et va être automatiquement par Parcoursup démissionné de la prépa A. Vous comprenez que si Enzo fait ça un jour précis, le lendemain, le ou la candidate qui était la première sur liste d'attente de la prépa A va se voir attribuer la place libérée par Enzo automatiquement du fait qu'il ait dit oui à l'école A, etc. etc. Alors, je vois des têtes qui font ça, c'est bon signe. Ça va pour vous? C'est assez pédagogique? Pas de questions à ce niveau-là. C'est pas mal, l'instant, comme ça va. On ça suit. fonctionne. Bon, on Alors, avance. on continue. Alors là, on va parler un petit peu, on revient un peu sur le concours à venir, sur la partie école d'ingénieur. C'est ce qui normalement intéresse les jeunes aujourd'hui. Alors, le programme ingénieur, comment le concours à venir étudie les dossiers de candidature? Le premier réflexe, mais ce n'est pas lié au concours, hein, vous verrez que tous les concours vont évidemment étudier votre dossier scolaire. Ce dossier scolaire, il est basé sur les notes de première et les 2 premiers trimestres de terminale, votre fiche à venir, les notes du contrôle continu, les notes du bac. On disposera cette année de 4 de vos 6 notes de bac, vos 2 notes d'épreuve anticipée de français, écrit oral de fin de première. Et on aura cette année, et c'est la première année pour nous, vous êtes la première génération pour laquelle nous allons, si tout va bien, disposer de vos 2 notes d'EDS que vous passerez, je vous le rappelle pour tout le monde, entre le 20 et le 22 mars, les épreuves du bac de vos spécialités. Donc on en disposera au moment de l'étude des dossiers. En fonction de la qualité de ce dossier, nous allons faire un pré-classement de tous nos candidats que nous allons diviser en 2 parties très inégales. La première partie, c'est une minorité, c'est ce qu'on appelle les grands classés, les meilleurs, les très bons dossiers, à qui on dit votre dossier est tellement bon que vous n'avez même pas besoin de passer les épreuves écrites. On sait que vous allez réussir dans nos écoles. On vous met en haut du classement définitif. Tous les autres, sans exception, même le plus mauvais dossier, passent les épreuves écrites qui, cette année, auront lieu le 29 avril. Je vous donne pas mal de dates là, hein. Il va falloir remplir les agendas. Hein. Le 29 avril, les épreuves écrites. Voilà. Tous, sauf les grands classés. Il y en a combien de grands classés? Alors, les grands classés, il n'y a pas de quota. Ça, c'est la première vraie réponse. On ne se dit pas chaque année, on va prendre 1000 grands classés. Les grands classés dépendent de la qualité des dossiers qu'on reçoit. Je ne vous cache pas que la qualité, le nombre de candidats augmente chaque année au concours à venir. L'augmentation du nombre de candidats nous fait augmenter la qualité, entre guillemets, de ces dossiers et nous fait donc augmenter le nombre de grands classés. Voilà. Je vais quand même essayer de répondre, pas faire de la politique. Comptez entre 10 et 15% de nos candidats grands classés. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour être grand classé, quand même? C'est important. Ce sont des candidats, donc je vous l'ai dit, des très bons candidats. Alors, les chiffres que je vous affiche ici, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas ces informations-là au moment où on déclare nos grands classés. On n'a pas vos résultats au bac. Hein. Là, c'est une autosatisfaction qui nous montre qu'on a bien fait le boulot et que après coup, on voit que nos grands classés, quasiment 100% ont une mention bien ou très bien. Ça tombe à 84 pour les mentions très bien uniquement. Mais ça veut dire qu'on a su quand même bien détecter les bons candidats. En règle générale, ce sont quand même des candidats qui ont environ 2 points au-dessus de la moyenne de leur classe, notamment dans les matières plutôt scientifiques, qui ont des bons résultats en anglais, qui ont bien réussi les épreuves anticipées du bac de français, et surtout qui ont des bons résultats, mais surtout de façon homogène. Voilà. Ce que n'aiment pas trop les jurys, c'est les candidats qui ont des très bons, des moins bons, et qui ont des mauvais trimestres, qui ressortent après, enfin voilà, donc plutôt homogène. C'est vraiment histoire de vous donner une sorte de profil de ces candidats-là. C'est des candidats... Alors, là, je ne parle pas. Alors, ce qui a marqué là, dans le petit encadré que vous voyez en bas, ça ne concerne pas les grands classés, mais bien nos candidats. Alors, les candidats au concours à venir 2022
ont obtenu une moyenne de 14,71 environ au bac. Et parmi ceux qui ont intégré, parmi les candidats qui ont intégré nos écoles, vous avez également la moyenne que nos intégrés, que nos étudiants maintenant ont obtenu au bac l'année dernière. Ok, les épreuves écrites maintenant pour le reste des étudiants. Alors qu'est-ce qui se passe? Si vous n'êtes pas grand classé, je vous rassure, hein, je ne l'ai pas précisé, mais ne pas être grand classé est tout sauf une situation d'échec. Hein. La majorité des jeunes qui intègrent nos écoles, vous le voyez avec la moyenne que je vous affichais là, hein, sont des candidats qui sont passés par les épreuves écrites. Les grands classés, c'est les meilleurs candidats. Ils sont bons. S'ils sont bons pour nous, ils sont bons pour tout le monde. Donc, même si aujourd'hui le concours Avenir est plutôt attractif, on n'a pas la prétention d'être le vœu de tout le monde. Il y a des candidats qui candidatent chez nous et qui vont faire des prépas, du droit, médecine et qui vont voir ailleurs. Et les écoles vont donc chercher dans le classement un peu plus loin jusqu'à aller chercher du coup des candidats qui ont passé les épreuves. Ils ne sont pas forcément les meilleurs, après de toute façon, en école d'ingénieur, les grands classés. Exactement, on a des candidats qui sont passés par la case épreuve écrite et qui explosent au moment des études. Donc surtout, voilà, si vous devez passer les épreuves écrites, aucun problème là-dessus, vous faites partie de la grande majorité et vous avez toutes vos chances d'intégrer nos écoles. Là, je vais passer assez rapidement parce que les épreuves, il y a 3 épreuves identiques, quasi identiques, elles dépendent de votre profil. Il y a 3 couleurs de profil, on va les appeler comme ça. Le profil principal, la team violet, c'est le plus grand nombre de nos candidats. C'est ceux qui, en terminale, avaient la spécialité maths et une autre spécialité scientifique, quelle qu'elle soit, physique, SVT, SI, NSI. La team jaune, ce sont des candidats qui ont gardé 2 spécialités scientifiques en terminale, mais sans les maths. Physique, SVT, par exemple. Et puis la team verte, c'est des candidats qui ont gardé la spécialité maths en terminale, mais pas une deuxième spécialité scientifique. Maths, SES, par exemple. On a plus de chance, j'imagine, en étant la team violet. Ou alors, pas forcément. Il n'y a pas forcément plus de chance, si ce n'est qu'il y a plus de place d'offerte. Je vous le montre juste là, mais vous avez entièrement raison. Donc, quelle que soit votre couleur de team, vous aurez 3 épreuves à passer. Une épreuve de maths. Alors, pour la team violette, ça sera basé sur le programme de l'aspect maths de terminale, puisque vous le suivez. Une épreuve de sciences qui sera basée sur le programme de sciences de la spécialité de terminale, que vous choisirez en fonction de la spécialité que vous avez suivie, et une épreuve d'anglais. Pour ce qui est de la team jaune, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas suivi maths, mais qui ont 2 spécialités scientifiques, là, vous aurez aussi un sujet de maths, à la petite différence qui sera basé sur le programme de première et sur le programme de l'option maths complémentaire. Vous pourrez traiter également un sujet de sciences et un sujet d'anglais. Et pour la fameuse team verte, les maths et non-sciences, maths et CES par exemple, ou maths HGGSP, là aussi un sujet de maths basé sur le programme de terminale, un sujet de physique, là vous n'aurez pas le choix, basé sur le programme de première, et un sujet d'anglais. Il est important de noter que ces 3 classements sont bien indépendants les uns des autres. Nous ne comparerons jamais des candidats qui n'ont pas le même profil. Les seuls comparés entre eux, c'est les maths plus sciences. Les seuls comparés entre eux, c'est ceux qui ont 2 sciences. Les seuls comparés entre eux, c'est les maths plus non-sciences. Donc vous voyez, pour répondre à vos questions, qu'il y a quand même 2400 places offertes pour le team violet, parce que c'est concrètement, quand même, malgré tout, le profil le plus recherché par nos écoles. Mais vous voyez qu'il y a quand même un petit peu moins de 100 places pour chacune des autres formations qui seront, encore une fois, complètement indépendantes à des déclassements bien distincts. Et ce que je remarque, c'est que, quelle que soit la team d'où on est, oui. Le but, c'est... On a juste à réviser finalement pour le bac. Exactement. On n'a pas à fournir un effort supplémentaire à réviser autre part que pour son bac en fait. On révise exactement. son bac, on révise concours. Ah mais exactement. Alors, non seulement il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de piège. Nos épreuves ne servent qu'à valoriser un dossier qui potentiellement pourrait avoir connu quelques lacunes. Le nombre de jeunes ou de parents que l'on reçoit chaque année qui viennent nous voir en disant mon lycée note sévèrement, j'ai eu des problèmes personnels, des problèmes familiaux, des problèmes de maladie, etc. Mon dossier ne reflète pas. Il est important qu'on puisse laisser la chance à ces jeunes-là à passer un concours équitable et républicain, à tel point que, normalement, c'est des scientifiques dans la salle, on va voir. Regardez les coefficients en haut, vous les voyez les coefs? Maths 6, coef 4, sciences 4, pardon, excusez-moi, anglais 2. Regardez bien tout à droite, la note de votre dossier, celle qui fait que vous n'avez pas été grand classé et que vous devez passer les épreuves écrites, regardez le coef, il est encore de 8. 6 et 4, 10, 12, 20. 8 sur 20, ça fait combien 8 sur 20 8 sur 20, ça fait 40%. Ça veut dire que votre note finale est composée à 40% de votre dossier
est à 60% des épreuves écrites. Le concours Avenir est le seul concours à valoriser autant les épreuves écrites qui, pour nous, je le disais, représentent un vrai concours équitable et républicain et qui permet aux jeunes qui viennent nous voir en disant « Je vous jure, monsieur le juge, mon dossier ne reflète pas mon niveau, j'ai été malade ou mon prof de maths m'a pris en grippe » ou tout ce qu'on peut entendre. On leur dit « Mais pas d'inquiétude, passez les épreuves ». Et effectivement, la plupart du temps, ces jeunes-là nous montrent qu'ils sont bien meilleurs que le dossier. Et généralement, ils se retrouvent en haut du classement. C'est rassurant, en tout cas. On essaye. Allez, on continue. Alors, maintenant que je viens de vous dire, alors ces épreuves, vous pourrez les passer dans 30 centres d'examen un petit peu partout en France. Toutes ces épreuves, les 3, sans exception, ont lieu sous forme de QCM, questionnaire à choix multiples. On vous pose une question, on vous propose 4 réponses, une seule est la bonne, à vous de trouver laquelle. Attention, en maths et en physique, en maths et en sciences, pardon, les questions sont dites non intuitives. Non intuitives, ça veut dire que vous lisez la question, vous pouvez, tant que vous voulez lire les 4 réponses, vous serez incapable de trouver laquelle est la bonne comme ça. Il vous faut faire sur un brouillon qui vous est fourni, un développé, et puis, je dis toujours, prier pour que la réponse que vous trouvez, vous, soit une des 4 proposées. Hein. Voilà, sinon, c'est plutôt vous qui avez faux. En anglais, en revanche, les questions sont intuitives. Vous lisez la question, vous lisez les 4 réponses, et là, immédiatement, intuitivement, voilà, vous savez quel est le mot manquant, ou etc. Voilà. Et c'est un système de QCM, donc plus 3 points pour une bonne réponse, moins 1 point pour une mauvaise réponse. Ça, c'est pour calmer un petit peu les ardeurs de candidats parfois un petit peu... Quand on ne sait pas, vaut mieux rien mettre. Quand on ne sait pas, vaut mieux rien mettre. Voilà, c'est pas là qu'il faut être trop joueur. Ouais. Alors maintenant que je vous ai dit que ces épreuves, elles comptaient beaucoup et majoritairement dans votre classement final, eh ben, l'important, c'est de savoir comment on s'y prépare. 3 façons de s'y préparer. Les sujets des années précédentes, il n'y a pas de secret. Ils sont en libre accès gratuitement sur notre site internet. Le seul petit conseil que j'ai à vous donner, si vraiment vous utilisez les sujets de l'année dernière, c'est de les utiliser dans les conditions du réel. Il y a 3 facteurs qui jouent le jour d'un concours. C'est vos connaissances académiques, mais ça, évidemment, c'est pour tout le monde pareil. Mais il y a aussi le facteur temps et le facteur stress. D'accord ? Ce qui peut parfois faire la différence entre plusieurs candidats. Donc quand vous téléchargez notre sujet de maths de l'année dernière et que vous voulez vous entraîner dessus, mettez-vous dans votre chambre, mettez-vous 1h30, parce qu'en l'occurrence les maths c'est 1h30, et regardez à combien de questions vous répondez en 1h30. Ne faites pas 4 questions et puis vous entendez à table, hein, vous descendez, vous mangez, vous refaites 3 questions, un snap ou un biril, hop, et puis vous refaites 2 questions, enfin voilà. Et du coup, sinon vous ne maîtrisez pas du tout le temps que vous allez mettre. Donc dans la chambre, vous n'aurez pas le facteur stress. Mettez-vous le facteur temps. Et puis, la 3e façon de bien se préparer, ce sont nos journées de préparation. Alors, nos journées de préparation, là, pour le coup, c'est peut-être le plus indispensable pour vous, c'est de venir dans nos écoles. Sur notre site internet, l'inscription se fait. Il y a, je ne sais pas vous dire combien il y a de dates et de sessions prévues, où vous venez pendant une journée dans nos écoles, vous préparez au concours à venir, entouré de professeurs qui, pour une bonne partie, font partie de mon pool de concepteurs de sujets, donc ils connaissent bien le sujet, qui vont vous mettre dans les conditions du réel, qui vont vous donner des trucs et astuces pour gérer votre temps, votre stress, comment on change d'avis si on veut changer une croix dans la grille réponse, etc., de façon à arriver, encore une fois, le mieux préparé et surtout le plus serein possible aux épreuves écrites. Et il y a une petite appli aussi. J'ai passé l'appli ? Oui, vite, pardon. Rapidement. Non, mais merci, heureusement que vous êtes là. Il y a une application mobile sur tous les stores, concours à venir, qui vous permet de vous entraîner partout. Voilà. Très bien, on continue. Alors ça, je passe parce que c'est les ST2D. Alors ça, c'est 2 mots. 2 mots. Les écoles d'ingénieurs se sont un petit peu réveillées un petit peu plus tard que les écoles de management sur ce point. Depuis de nombreuses années, les écoles de management proposent des formations de bachelor en 3 ans. Les écoles d'ingénieurs, depuis 3 ans seulement maintenant, proposent aussi ce type de formation qui s'adresse à des jeunes qui ne se sentent pas forcément les ailes, en tout cas au départ, après la terminale, de partir sur des formations longues de 5 ans et qui vont partir sur cette formation de 3 ans qui fonctionne de plus en plus, qui ont le vent en poupe, qui sont de plus en plus demandées par les entreprises. Alors attention, vous l'avez compris, hein, c'est 3 ans, donc ça ne vous délivre pas le diplôme d'ingénieur, mais à la fin de ces 3 ans, vous pouvez, tout comme un BUT classique, rejoindre le marché du travail, ça sera une majorité d'entre vous, ou continuer et poursuivre pour faire les 2 années qui vous manquent dans l'école d'ingénieur de votre choix pour obtenir, in fine, le diplôme d'ingénieur. Mais si ce n'est pas votre choix et que vous souhaitez aller travailler, vous avez un diplôme. Voilà. Donc là, le concours à venir, alors les écoles du concours à venir en proposent plusieurs. Les profils sont beaucoup plus larges. Hein. On s'ouvre là à des terminales générales, technologiques, mais aussi quelques bacs pro, etc. La seule petite différence, c'est qu'il n'y a pas d'épreuve écrite pour cette sélection de bachelor. Ce sont des entretiens. Voilà. Pour les épreuves, pour le programme ingénieur, pardon, j'ai parlé beaucoup d'épreuves.
mais parce qu'il n'y a aucun entretien en complément. Là, c'est l'inverse, c'est entretien, mais pas d'épreuve écrite. Le calendrier Parcoursup, il faut que je le mette quand même. Ouais, c'est important le calendrier Parcoursup parce qu'on est au début et vous n'avez pas forcément toutes les dates. Parcoursup va ouvrir à la consultation le 20 décembre. Le 20 décembre, vous ne pourrez rien faire sur Parcoursup, si ce n'est vous promener dans le magasin et voir les produits. Mais vous ne pourrez pas les acheter. D'accord ? Vous pourrez regarder les formations qui existent. C'est seulement à partir du 18 janvier que vous pourrez commencer à remplir votre caddie avec ces formations et ces vœux et ces sous-vœux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça, vous pourrez le faire jusqu'au 3 mars prochain. À partir du 3 mars... 8 mars ou 3 mars ? Le 8 mars. 8 Mais mars, heureusement que vous êtes là. De la femme. Du droit des femmes. Alors oui, pardon, je l'ai dit trop rapidement. C'est facile facile à retenir, la journée du droit des femmes, le 8 mars. Le 8 mars, la cloison devient hermétique. On vous bouche le caddie, vous ne pouvez plus rien mettre dedans. D'accord ? En revanche, vous avez jusqu'au 6 avril, j'allais dire pour passer en caisse. C'est pas super comme image. En tout cas, vous avez jusqu'au 6 avril pour compléter vos dossiers. Mais c'est le 8 mars le 8 mars, vous ne pourrez plus ajouter de vœux. On a des alertes quand même par mail ou... Vous avez alors, merci. Des alertes par Parcoursup. Évidemment que vous avez des alertes par Parcoursup. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est de télécharger l'application Parcoursup. Pas maintenant, mais quand vous serez candidat. Parce que dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec Enzo et Luna, je vous ai indiqué que tous les jours, tous les matins, votre rang dans la liste d'attente est susceptible d'évoluer. Et même susceptible de vous proposer une place parce que la veille, quelqu'un a démissionné et vous étiez le premier sur la liste d'attente. Donc il faut activer les notifications. Donc il faut activer les notifications parce que vous verrez, vous penserez à moi, hein, vous vous en souviendrez. À partir du 1er juin, tous les matins, c'est le téléphone, la météo, vente privée et Parcoursup. Hein. Vous verrez, ça va être le rituel. Tous les matins pour voir comment vous êtes. Pas dans ce ordre-là d'ailleurs. Mettez plutôt Parcoursup avant vente privée. Voilà. 29 avril, les épreuves écrites. Et je crois que je l'ai suffisamment dit depuis tout à l'heure. Le jour ultime. Ding, ding, dong. Le jour ultime pour vous, ça sera le 1er juin. Voilà. Et à la date de laquelle vous aurez tous vos résultats. Voilà. Alors, là, vous avez pour ceux qui aiment bien prendre des photos, vous avez là un récapitulatif global de tout le calendrier Parcoursup. Ça vous donne... voilà, les paparazzis, là, ils prennent tous la photo. Voilà. Ne passez pas à côté de ces datas payer les droits, qui sont très importantes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps ou pas, s'il y a des questions. C'est quoi ça? C'est un QR code. Ah, ça, c'est un QR code. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le meilleur moyen de réussir nos épreuves, c'est de participer à ces journées de préparation. Mais ces journées de préparation, c'est comme les grands concerts. Quand on ouvre les inscriptions, parce qu'elles ne sont pas encore ouvertes, quand on ouvre les inscriptions, en quelques jours, les places sont pourvues. Et on m'a dit, il faut vraiment inciter les gens à laisser leurs coordonnées pour recevoir en avant-première l'alerte comme quoi les journées de préparation les inscriptions vont ouvrir, de façon à pouvoir faire ça dans les 2-3 premiers jours. Et donc là, c'est grâce à ce QR code et normalement, grâce à ce QR code, vous devriez pouvoir laisser vos coordonnées et recevoir un SMS ou un mail pour être informé que, attention, demain ou dans 2 jours, on va ouvrir ces journées et assurer votre place. Après, c'est plus compliqué. Bah, super. Merci beaucoup, Alexandre. Ça va comme ça? Bah oui, ça va. Ouais. C'était super. En tout cas, je trouve très clair. Si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. À Alexandre, l'expert Parcoursup, l'expert concours à venir. Oui, bonjour. J'ai juste une question pour revenir sur Parcoursup. Est-ce qu'on doit remplir les 10 vœux et 20 sous-vœux au maximum ou est-ce qu'on peut s'arrêter à 5 vœux et 15 sous-vœux? J'allais presque dire la réponse est dans la question. Dans votre question, il y a le maximum. Maximum, effectivement, madame veut bien dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 vœux et 20 sous-vœux. Vous pouvez avoir un seul vœu et un seul sous-vœu. Il n'y a vraiment aucun... Il faut être sûr de son coup si on fait ça. Ça, c'est mathématique. Ça, c'est scientifique. Hein. Mathématiquement, vous pouvez n'avoir qu'un seul vœu. C'est évidemment pas ce qu'on vous conseille. Parce que si vous n'êtes pas pris dans ce vœu-là, vous n'avez aucune... sauf à avoir des routes de secours hors Parcoursup, mais reconnaissant qu'il y en a de moins en moins, que la grande majorité des formations aujourd'hui sont quand même présentes sur cette plateforme. Donc, on a tendance quand même à vous recommander d'avoir de l'ambition, c'est-à-dire des formations qui pourraient parfois vous sembler peut-être un peu inatteignables, en vous disant, d'après ce qui a été dit, les mentions au bac, etc., peut-être j'ai pas le profil. Vous pourriez être surpris. D'abord parce que vous n'êtes, enfin excusez-moi de le dire comme ça, madame, mais vous n'êtes toujours pas forcément capable de juger vous-même de la qualité du dossier, parce que votre seule référence à vous, c'est votre fils ou votre fille, et ses 4-5 copains, parce que quand il rentre, il dit j'ai eu 12 et machin, il a eu 14. Et vous dites, ah bah il est un peu moins bon.
on a, nous, si vous le voulez bien, une vision peut-être un peu plus globale qui parfois peut être une bonne surprise. Donc, donnez-vous quand même quelques ambitions. Essayez quand même d'avoir des formations qui semblent correspondre un peu plus à votre niveau si vous ne voulez pas vous surestimer. Et surtout, prévoyez aussi quand même quelques... alors, roue de secours, c'est pas bon comme terme parce que ça fait vraiment j'y vais. Mais voilà, quelques solutions de repli pour quand même, à un moment, si vous avez votre bac, ce qui normalement est le cas pour une bonne partie des jeunes aujourd'hui, avoir une formation qui vous accueille à la rentrée prochaine. Donc n'hésitez pas à avoir ces 3 strates, d'accord. Rêvez un petit peu, essayez de faire vraiment ce qui semble vous correspondre, et puis dites-vous, on n'est pas à l'abri qu'au niveau national, finalement, je ne sois pas si bon que ça, et que je sois moins bon que ce que je puisse imaginer. Voilà. Ne vous surestimez pas, ne vous sous-estimez pas non plus. Une autre question. Bonjour. Quel est le pourcentage de gens qui sont admis via les BUT ou les filières parallèles? En admission parallèle, quel est le pourcentage d'admis dans les écoles d'ingénieurs? Pour ce qui représente les écoles d'ingénieurs, il faut bien savoir que les formations que vous citez, monsieur, ne sont normalement et initialement pas faites. J'ai un discours un peu radical, hein, mais juste après. Pas faites pour rejoindre une école d'ingénieur, soyons clairs. Aujourd'hui, alors ça me permet de faire, si j'ai 2 secondes, aujourd'hui, pour être ingénieur en France, il faudra faire 5 années d'études, bac plus 5. Les 2 voies les principales, ce sont, je l'ai dit tout à l'heure, les 2 années de classe préparatoire, maths sup, maths spé, 3 ans d'ingénieur, ou les fameuses écoles dites post-bac, dans lesquelles vous rentrez après le bac, vous faites 5 ans. Certains candidats, par choix stratégique, ou pas simplement parce qu'au début, ils avaient d'autres ambitions, décident d'aller vers des formations professionnalisantes, type BUT, ou des formations universitaires, type licence de maths, etc. Et se rendent compte, pendant ces formations, qu'ils ne sont peut-être pas dans leur environnement, ou à la fin de ces formations, veulent rejoindre. Les écoles d'ingénieurs ne sont pas complètement bêtes, pardonnez-moi l'expression. Elles se disent, c'est pas parce que ce jeune-là, il ne nous a pas rejoint après le bac, qu'il n'a pas un bon potentiel et qu'il ne ferait pas un bon ingénieur. Donc on va quand même leur ouvrir un peu la porte à ces candidats-là. D'accord ? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas la majorité. Et qu'effectivement, si aujourd'hui, votre fils ou votre fille est en terminale, allez dans une formation autre que prépa ou d'une école post-bac pour avoir un diplôme d'ingénieur, peut être un chouïa dangereux, parce que, encore une fois, ce n'est pas fait pour ça. À l'inverse, si, je crois que c'est votre fils, le garçon qui est à côté, si aujourd'hui il est déjà en BUT et qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas sa formation ou qu'il est en train de finir son BUT et qu'au contraire, ces 3 années de BUT l'ont tellement plu qu'il a envie de continuer et que c'était du coup pas du tout une stratégie de départ, alors effectivement, là, il faut être candidat et les écoles vont avoir une sélection vis-à-vis de ces candidats. Je suis quand même en train de vous dire que ce n'est pas la voie, c'est pas le nombre de places le plus important. C'est pas la voie royale. Pas la voie mais il y a quand même quelques places. Est-ce que bien sûr. Alors il y a quand même là, c'est quoi? C'est 30% de ces jeunes-là qui rentrent. C'est ça. Mais oui, 30% en fonction du nombre de candidats. Oui. Mais attention, hein, ce sont vraiment les meilleurs candidats. De quoi? Je veux bien vous répondre précisément, monsieur, hein, mais à chaque fois, ça me fait développer d'autres choses. D'où viennent ces places-là? De 2 canaux différents. Le premier, les jeunes qui sont rentrés après le bac, qui n'ont pas satisfait aux exigences de l'école et qui sont exclus. Et l'école dit « Ah, une chaise vide, ça intéresse quelqu'un, et il y a un BUT qui arrive et on le met à la place. » Donc on remplace. Et puis 2, des places qu'on a gardées depuis le début pour ces candidats-là, parce que les écoles sont aussi friands de l'hétérogénéité des profils. Et de plus en plus, on dit qu'il faut arrêter, ce fait que tous les jeunes aujourd'hui aient suivi le même canal, etc. Et qu'avoir un jeune de BUT, un jeune de licence, de l'apprentissage, etc., ça enrichit une promotion. Ça va comme... Je pense que c'est assez complet notre question. On essaie de passer un maximum de questions. Donc Alexandre, on essaie d'être concis. Oui, bonjour. Donc ma question, c'est est-ce qu'on peut s'inscrire sur Parcoursup à Bac plus 1 si on n'a pas eu la formation qu'on voulait la première année, est-ce qu'on peut se réinscrire Alors, il est possible de s'inscrire sur Parcoursup à Bac plus 1 pour certaines formations, pas toutes. Certaines formations vont vous dire, moi, Parcoursup, je le réserve aux élèves de terminale. Si vous êtes Bac plus 1, j'ai une autre procédure pour vous. D'autres formations vont dire, moi, Parcoursup, je l'utilise pour mes terminales et puis je l'utilise aussi pour les Bac plus 1. Voilà. Donc, le Bac plus 1 en réorientation est quand même très commun sur Parcoursup, c'est tout à fait possible, mais pas pour toutes les formations. Voilà, là, pour le coup, il faut vraiment vous renseigner formation par formation. Une autre question? On est pas mal? On est pas mal, mais si, voilà, n'hésitez pas s'il y a une dernière question à passer.
Sinon, quoi qu'il en soit, si je peux avoir un mot de la fin, je ne vais pas vous parler du concours, je ne vais pas vous parler de Parcoursup, je vais faire une pub qui n'est pas pour moi, une pub qui est pour les formations d'ingénieurs, quelles que soient les écoles qui sont ici. S'orienter vers un métier d'ingénieur, c'est s'assurer une carrière passionnante. Si aujourd'hui votre voiture se gare toute seule, c'est grâce aux ingénieurs. Si aujourd'hui il y a un mec qui a réussi à sauter de l'espace, c'est grâce aux ingénieurs. Si quand vous passez en caisse, vous gagnez des points sur votre carte de fidélité et que ça vous fait de l'argent en plus, c'est grâce aux ingénieurs. Si vous arrivez à parler à vos grands-parents à l'autre bout de la France, depuis votre canapé sur votre iPad, et voir vos grands-parents, c'est grâce à des ingénieurs. Si vous roulez en trottinette aujourd'hui, électrique, c'est grâce aux ingénieurs. S'il y a des constructions pharaoniques aujourd'hui qui respectent tout un tas de normes environnementales, c'est grâce aux ingénieurs. Ce que je suis en train de dire, c'est que quelle que soit la voie que vous suivrez, quelle que soit l'école que vous choisirez, si dans 5 ans vous êtes ingénieur, vous participez à l'évolution de la civilisation. Vous serez utile à la communauté, donc vous aurez une carrière passionnante et normalement, j'espère et j'en suis persuadé, vous allez vous éclater. Voilà. Merci beaucoup Alexandre Recchia. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Voilà. Si vous avez des questions, je pense qu'Alexandre est disponible sur le... Je ne bouge pas. Voilà, mais il ne bouge pas. Donc si vous avez des questions à lui poser, plus personnelles, pour revoir, rentrer un peu plus dans le détail, il est là, il adore parler du concours à venir, merci, des écoles d'ingénieurs. Merci beaucoup. C'était effectivement très très clair sur Parcoursup. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure formation qu'Alexandre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle conférence.